1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. D'habitude, 11 même. Oui. D'habitude, quand on fait des colloques d'entraîneurs, il y a toujours entre 5 et 6% de filles. C'est terrible, hein. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus. Bonjour à toutes donc, et à tous. L'idée de ce colloque, c'est vous informer, bien sûr. On confond souvent en France la formation et l'information. L'information, c'est juste capter des choses, capter, les intégrer. Former, c'est aussi être capable de faire des choses. Là, vous ne ferez rien. Aujourd'hui, vous resterez assis et j'espère que vous capterez le maximum de choses. Le thème donc qu'on va développer, c'est le pas zéro. Le pas zéro qui est apparu sur les terrains depuis, je pense, 2-3 ans. Il va me confirmer, Jules, mais ça fait environ 3 ans. Comme d'autres règles. Il faut savoir, pour recadrer un petit peu les choses, que la volonté politique, parce que les règles, ce sont toujours des productions politiques. La volonté politique de la Fédération internationale, c'est, par la force des choses, parce que la puissance de la NBA est tellement grande que de toute façon on est obligé de s'y plier, la volonté c'est d'uniformiser et d'unifier au niveau mondial les règles. Vous savez que depuis toujours, la NBA jouait en 4 quarts-temps. Et que dans le basket FIBA, on jouait en demi-temps de 20 minutes. Pour les plus anciens, vous vous en souvenez. Vous savez qu'en NBA, on joue en 24 secondes. Et qu'en FIBA, il y a encore quelques années, on jouait en 30 secondes. Vous savez qu'en NBA, il y a la possibilité pour les joueurs de demander temps mort. Ce n'est pas encore le cas en FIBA, etc., etc. Le retour en zone. Vous savez que maintenant, le retour en zone n'est plus sifflé de la même façon qu'avant, etc., etc. Ce qui veut dire que, à la fois parce que le monde change et à la fois parce qu'il y a une telle puissance économique, pour ceux qui ont été peut-être voir le match hier soir, vous vous en êtes rendu compte, face à nous, face à la Fédération internationale, qu'on se plie à tout un tas de règles pour faire en sorte que le reste du basket hors États-Unis puisse vivre. Les plus jeunes d'entre vous, vous allez sans doute connaître une ligue mondiale. Il y a de fortes chances que ça se produise. L'Euroleague va sans doute être, dans les années qui viennent, je ne sais pas dans quel terme, mais va sans doute être une partenaire de la NBA. Il est probable que le match qui a eu lieu hier soir soit le début d'une saison régulière permanente. Il y aura des matchs Washington, Milan, Charlotte, Londres, Philadelphie, Paris, Moscou, Madrid, etc., etc. Il y a de fortes chances. Et si on veut ça, il faut que les règles soient les mêmes, bien entendu. Il faut que les règles soient les mêmes. Le pas zéro rentre dans ce cadre-là. Le basket est un sport construit pour l'attaque. On parle beaucoup de défense, on parle beaucoup de « il faut défendre pour gagner ». Oui, tout ça c'est vrai. Sauf que, avant toute chose, le basket, c'est mettre des paniers, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Même lorsque, dans les années 90, 93 exactement, on a réussi à être champion d'Europe pour l'unique fois, à gagner l'Euroleague avec Limoges, en marquant 50 points et en manquant 149, enfin je caricature mais c'était à peu près ça. Même là, on marque des points quand même, on marque des points. On n'est pas comme au football où un merveilleux match peut se terminer à 0-0. Et tout le monde s'extasie devant ça. Nous, on marque des points. Et donc, toute la structure du jeu est construite autour de ça, autour de l'attaque. Et plus on facilite l'attaque, plus le spectacle est de qualité. Et les Américains étant des spécialistes de l'entertainment, comme ils disent, du spectacle, etc., etc., ça facilite le fait de laisser marcher, en quelque sorte, les joueurs, c'est plus facile. Le fait de, par exemple, de mettre une règle qui dit vous n'avez pas le droit de rester plus de 3 secondes en défense dans la raquette. Ça libère la raquette et donc ça permet aux attaquants d'être encore plus libres et de marquer plus de points. Tout est fait pour que l'attaque
soit favorisé. Le but du jeu, c'était dans un premier temps de vous la présenter pour que tout le monde soit bien d'accord là-dessus, pour savoir exactement ce qu'elle contient. Et le deuxième objectif, c'était un objectif plus technique et plus pédagogique, c'était de dire aux entraîneurs, si la règle existe, utilisez-la. De la même façon qu'on utilise les 24 secondes, de la même façon qu'on va utiliser bientôt les 14 secondes sur rebond offensif. Lorsque la balle rebondit après un tir, on a 14 secondes pour jouer, etc., etc. Donc, utilisez ces règles à votre bénéfice, de façon à ce que votre équipe soit plus efficace. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Juste une petite parenthèse pour vous dire qu'en Île-de-France, nous avons testé, toujours dans un objectif d'amélioration des choses, nous avons testé 2 règles cette année au niveau régional jeune, c'est-à-dire pour toutes les équipes. Ceux qui entraînent les équipes de jeunes le savent, pour toutes les équipes de U13 jusqu'à U17. 2 règles qui sont les suivantes. La première, c'est qu'on ne peut plus tirer derrière la ligne pointillée. D'ailleurs, vous voyez que sur ce merveilleux terrain tout renouvelé, il n'y a plus que la ligne pleine à 3 points. Donc qu'on soit U13, U15, U17, quand on tire derrière cette ligne, ça vaut 3 points. Quand on tire à l'intérieur de cette ligne, et il n'y a plus de ligne pointillée, c'est 2 points. Ça ne pose apparemment aucun problème. Je discute beaucoup avec pas mal d'entraîneurs. Ça ne pose pas de problème, même pour les petites filles U13 qui de toute façon tirent très peu à 3 points. Ça ne pose pas de souci. La deuxième règle, c'est dans un objectif de favoriser le jeu rapide et la relance, c'est d'interdire les remplacements en zone arrière lorsqu'il y a violation. De façon à ce que les joueurs qui défendent puissent sauter sur le ballon et relancer tout de suite. Là aussi, ça ne pose pas de problème. C'est quelque chose qui est extrêmement dynamisant pour le jeu. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus de jeux rapides. Et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas qu'un gamin de 13 ans soit la copie conforme d'un basket adulte où il y a des systèmes, la 2, la 4, la 8, et qu'il relance le jeu en permanence, qu'il ait plus de capacité à lire le jeu en rapidité. Cette règle va être reproduite, j'espère, en championnat de France. Il y a des discussions qui ont lieu actuellement à la DTN pour qu'on puisse reproduire cette règle-là. J'espère pouvoir imposer une dernière règle l'année prochaine, c'est celle des 14 secondes. C'est-à-dire que lorsqu'on tire au panier et que le rebond, donc, que la balle rebondit sur le cercle, qu'on recompte la possession, enfin qu'on décompte la possession à partir de 14 secondes et non plus à partir de 24, comme c'est le cas actuellement. Ce qui est une hérésie, puisque la règle dit que sur rebond offensif, on doit compter à partir de 14. L'argument qui nous est opposé, c'est qu'il faut une machine. Il faut une machine pour compter. Et quand on n'a pas la machine qui compte, on ne peut pas le faire. Ce qui est faux, puisqu'en championnat régional, la plupart des salles, et celle-ci en est l'exemple également, la plupart des salles ne sont pas équipées d'un chronomètre qui compte à partir de 14. Donc de toute façon, c'est l'arbitre qui compte. L'arbitre qui compte les 24, qui décompte les 24, et cet arbitre-là, au lieu de décompter à partir de 24, sur un rebond offensif, décomptera à partir de 14. Et ça sera tout aussi bien. Tout ça, c'est dans le même objectif, c'est de dynamiser le jeu, de faire en sorte que ça soit un petit peu plus rapide. C'est une volonté, encore une fois, politique, de faire en sorte que notre sport soit le plus spectaculaire possible, qu'il essaye de passer sur les chaînes télévisées et que ça soit le plus populaire. C'est un sport qui est sans doute le plus pratiqué au monde, le basket. Avec la Chine maintenant, bon, ils sont un peu malades en ce moment-là, mais ils pratiquent le basket quand même. Il y a plus d'1 milliard de personnes et ils pratiquent beaucoup le basket. Donc c'est un sport très populaire et le but du jeu, c'est évidemment de gagner des parts de marché sur d'autres activités moins excitantes. Donc, bonjour à tous et à toutes. Déjà, des premières excuses par rapport à mon léger retard de ce matin. Donc là, je vais vous montrer des petits diapos pour vous expliquer un peu la nouvelle règle du passe zéro, nouvelle entre guillemets, parce qu'elle est sortie quand même en 2017, donc dans la saison 2017-2018, donc elle est quand même relativement ancienne. Alors, les règles, il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a le passe zéro et du coup on peut tout faire, en gros. Mais en fait, il y a pas mal de règles qui sont inchangées en fait. On a, depuis une position arrêtée, donc tout ce qui est tir, passe ou pivoter, ça n'a pas changé. D'accord? Donc sur les départs en dribble, que ce soit croisé ou départ direct, ça n'a pas changé. Ok?
Sur un tir ou après un arrêt ou un pivot, pareil. On ne peut pas lever ou faire 2 pas pour aller tirer si on part d'une position arrêtée. Ok? Donc, par exemple, il est arrêté. Je ne dois pas s'occuper. Logissement, mesdames et messieurs. Il est arrêté, écarte-toi, mets-toi en position, comme si tu étais en position de tir. Il reçoit la balle. Voilà. Donc là, la règle n'a pas changé. Ok? Il ne peut pas faire 2 pas pour aller tirer. D'accord? Là, quel est son pied de pivot? Il n'a pas choisi encore, donc il peut pivoter sur l'un ou sur l'autre de ses pieds. Ça n'a pas changé par rapport à avant. Donc là, tu choisis. Ok, pied de pivot droit. Et ensuite, tu fais un départ, comme tu veux. Croisé, direct, direct. Ok, est-ce que c'est bon là? Oui, non? Oui, pourquoi? Voilà, le ballon, il a quitté la main qui dribble, il a touché le sol avant que le pied de pivot se lève. Donc ça, c'est autorisé, ok? Tu nous refais un autre départ? Je te fais une passe. Là, quand je te donne la balle, tu sautes et tu essaies de faire un arrêt alternatif. Ok? Ok, pied de pivot. Gauche. Vas-y. Un départ. Ouais. Marché. Ok, pied de pivot gauche. Il est parti avec le pied de pivot en premier sur un départ croisé. Donc c'est marché. Ça marche? Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut avoir des départs en dribble, mais on peut réceptionner la balle et après vouloir faire, donc arrêter et faire 1-2 pour aller tirer. Ça n'existe pas. Hein. On reste sur la règle qui a toujours été comme ça, c'est-à-dire que sur une position arrêtée, il faut dribbler pour pouvoir lever son pied de pivot. Ça marche? Petite précision technique, si vous ne voulez pas que ça se produise, faites en sorte que vos joueurs et vos joueuses baissent leurs fesses et ne soient pas sur des jambes tendues. Baissez les fesses. Voilà. Joueur intérieur, joueur extérieur, meneur de jeu, ce que vous voulez, que les joueurs sont dans une position basse. Plus ils sont bas, moins il y aura d'occasion de marcher au départ. Parce que quand on est haut, déjà la distance entre la balle et le sol est plus grande. Et ensuite, comme on a des segments plus grands à déplacer, toujours bas. Vas-y. Merci. Je vais t'asseoir. Le premier principe qui n'a pas changé. Le deuxième principe, c'est pour un joueur avec les pieds en l'air. Donc là, on a souvent, avec cette nouvelle règle, les joueurs qui vont attraper la balle pour partir en dribble ou qui vont attraper la balle et qui vont faire 1-2 et tirer directement. Ok? Il n'y a pas 0 quand le joueur qui attrape la balle a déjà un appui en l'air, un appui au sol, pardon. Par contre, s'il attrape la balle et qu'il a les 2 pieds au sol et qu'il fait 1, 2, 3, là, il n'y a pas 0, il y a marché. C'est là la difficulté. C'est qu'en fait, si au moment de l'attraper, il a déjà le pied au sol, ce pied-là, c'est le pas 0. Après, il va faire 1, 2 et il va tirer. Ok? Avant, dans l'ancienne règle, entre guillemets, ce premier pied posé au sol lors de l'attraper, c'était le pas numéro 1. Avec la nouvelle règle du pas 0, ce pied-là, c'est le pas numéro 0. Donc après, on fait pas numéro 1, pas numéro 2 et on tire. Ok? Donc, que ça soit pour un joueur en train de tirer, enfin après un dribble, à la réception d'un dribble, ou à la réception d'une passe. Ok? Il peut être en l'air à la réception d'un dribble et il n'y a pas de pied au sol au moment où il arrête son dribble. C'est possible, je ne sais pas comment. Mais il n'y a pas de pas 0. Par contre, à la fin d'un dribble, c'est ce que je viens de vous expliquer, avant 2017, le pied numéro 1, au moment de l'attraper du ballon, c'était le pied de pivot, donc l'appui numéro 1. Et après 2017, au moment de l'attraper du ballon, le pied qui est en contact avec le sol, c'est l'appui numéro 0. Le prochain appui, l'appui numéro 1. Et après, l'appui numéro 2. Ok? Ouais. Pour plus de clarté, on verra tout à l'heure, pour plus de clarté, il faut vraiment habituer les joueurs à marquer le temps de réception de balle et du pied 0, du passage. Marquer le temps, c'est-à-dire que je reçois la balle et je marque
de façon à ce que les arbitres et le monde soient bien au courant que c'est le pas de zéro. C'est le premier effort qu'on va faire sur le tout à l'heure, le premier effort qu'on va faire de façon à ce qu'on voit vraiment que c'est le pas de zéro. Parce que quand on fait vite, quand on bouge cette ligne de vite, ça peut peut-être. On verra tout ça tout à l'heure. Ouais. Donc là, voilà, c'est la première nouveauté entre guillemets. On veut partir en dribble. Donc là, c'est différent. Enfin, c'est différent. Ça a changé, mais il y a quand même une petite nuance. Quand on attrape la balle et qu'on a un pied au sol, on a toujours le pas numéro 0. Ok? Donc celui-là, il ne compte pas. Le deuxième appui, c'est le pas numéro 1. D'accord? Par contre, pour pouvoir poser le pas numéro 2 et partir en dribble, il faut que le ballon il ait quitté la main pour pouvoir poser cet appui numéro 2. Ok? C'est clair ou pas? On va faire une démonstration. Est-ce qu'il y en a un qui peut venir s'il vous plaît? Partir en dribble, donc tu vas partir de là pour aller là-bas. Ok? Tu te mets à courir, je vais te donner le ballon, ok? Et tu vas essayer d'être vigilant sur le fait de quand tu attrapes le ballon, il faut que tu aies un pied au sol. D'accord? Allez, vas-y. Est-ce que c'est bon là? Ouais? Ok. Donc en fait, il a posé un premier appui au moment de l'attraper, donc c'était bon. Il a fait un, et après, avant de poser le second, la balle elle a quitté la main et l'a dribblé. Donc ça c'est correct. Par contre, ce qui n'est pas autorisé, c'est de faire attraper pas numéro 0, 1, 2 et la dribbler. Ok? Il faut que avant ce deuxième pas ou ce troisième pas, si on parle d'avant 2017, le ballon ait quitté la main. Ça marche? Donc ça c'est la deuxième, merci beaucoup. C'est la deuxième nouveauté. Et la troisième, c'est le fameux cloche-pied, qui est j'ai mis cloche-pied parce que c'est celui où on a tendance à l'oublier. Il y a aussi le speed move, tout ça c'est des nouveautés où maintenant sont autorisées. Mais le cloche-pied en fait, c'est le fait de j'attrape le ballon sur un appui, je rebondis sur le même appui et après je fais avec l'autre, le deuxième appui. Ça c'est interdit, même si sur le premier pied là, il est considéré comme le pas numéro 0. Hop, je relève, je repose, pied de pivot, soulever et reposer avant de dribbler ou avant de tirer ou avant de passer. Là c'est marché. Petite précision aussi dans le domaine politique. Cette règle a été faite par la FIBA, par la commission technique de la FIBA, exprès pour couper un basket particulier de basket yougoslave, ex-yougoslave. Pourquoi? Parce que c'était les maîtres dans l'art de ce cloche-pied-là. D'ailleurs, certains d'entre vous et pas mal d'entre vous là connaissent ce cloche-pied, parce que tactiquement c'est vachement intéressant. Et parce qu'ils ont utilisé et surutilisé ce cloche-pied, la FIBA a voulu leur couper l'herbe sous le pied et a interdit ce cloche-pied. Ce qui à mon avis est une connerie, parce que c'est techniquement très riche et tactiquement aussi. Malheureusement, encore une fois, c'est la règle. Et donc, quand vous voyez des gens aujourd'hui qui font cloche-pied, ils sont sifflés marcher. Malheureusement, les arbitres sont obligés de respecter ça. C'est dommage, je pense que c'est dommage, mais c'est comme ça. Le spin move. Est-ce que le spin move c'est interdit, c'est autorisé? Autorisé? C'est autorisé. C'est le spin move, c'est le fameux move de Tony Parker en fait. En fait, il pose un premier appui au moment de l'attraper du ballon. Donc c'est le pas numéro 0. Ensuite il fait 1, 2 et voilà. Bon peut-être lui il en faisait un troisième derrière, il faut savoir. Mais ce qui est autorisé maintenant, vraiment légal. Ouais. Non. Tu peux, mais vu que c'est cloche-pied, c'est illégal. Là, ouais. En fait, ce qu'ils veulent interdire, c'est que là, tu poses un premier appui qui est normalement considéré comme ton pied de pivot. D'accord? Vu que c'est le premier appui que tu vas poser au sol. Et après, si tu le lèves et tu le reposes, ça veut dire que là, on vient d'enfreindre la règle du pied de pivot, de le lever et de le reposer au sol immédiatement. C'est pour ça que ça a été interdit en fait. C'est qu'en fait, il y avait deux règles qui se contradisaient un petit peu. Ouais. Ce que vous avez expliqué, il n'y a pas le qui se lève et qui se repose en fait. Ok. Le premier pied de pivot, je pose le
Même ça, c'est pour ça en fait. Ça revient dans la règle du pas zéro parce que ça soit avec l'attrapé du ballon ou sans l'attrapé du ballon, de toute façon, il est pas autorisé. Ok? Il y avait une question? Tu poses au premier au sol. Donc ça veut dire que oui, il est peut-être considéré comme le pas numéro 0, mais au final, c'est le même pied qui va se lever et se reposer directement derrière. Ouais. Tu as le 0 au moment de l'attraper et après celui que tu vas reposer derrière, c'est le pas numéro 1. Ok? Ouais. Là aussi, c'est un des arguments qui va, c'est de dire qu'il y avait plein de choses qui étaient faites qui n'étaient plus ou qui étaient tolérées par certains arbitres et qui ne l'étaient plus par d'autres. Donc les joueurs ne comprenaient plus, les entraîneurs ne comprenaient plus. Effectivement, le spin move, du fait, encore une fois, de la puissance des images NBA, les gamins ne comprenaient plus. Il le fait, il va à la télé, pourquoi moi je ne peux pas le faire ici à Valérie? Eh oui. Et donc, pour faciliter ça et pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de confusion, on a autorisé ces nouvelles règles. Et il y en aura d'autres, vous allez voir dans les années à venir, il va y en avoir d'autres des règles. Vous allez voir qu'il y a de fortes chances que le terrain soit élargi. Parce que de plus en plus, même dans les divisions moyennes, on perd la balle quand on se démarque parce qu'on met le pied sur la ligne. Parce que le terrain est trop petit. Quand on fait 2,15 m à l'extérieur, 2,5 m au fait et 1,95 m en meneur, c'est encore pire. Et puis ici, il va y avoir de plus en plus de règles comme ça qui vont encore une fois aller vers ce qui sont alignés. Et oui, il y avait des choses qui étaient ciblées avant, ou qui n'étaient pas ciblées. Par rapport à ce que tu viens de dire, mercredi, on a eu un colloque, certains arbitres de haut niveau, avec des arbitres et les référents des arbitres NBA, pendant 3 heures. Et on a pu s'empêcher de leur demander cette fameuse règle du marché et comment c'est possible que LeBron porte la balle comme ça ou qu'il y ait des mecs qui fassent 6 pas pour aller marquer un coup au panier. Et ils nous ont dit que c'était à aucun moment fait exprès, que s'il y avait des erreurs comme ça, c'est qu'il y avait des erreurs les arbitres ne regardaient pas à ce moment-là. Ils nous ont pris l'exemple de LeBron parce que c'était un des arbitres qui était sur le coup. Et il nous a dit qu'à ce moment-là, en fait, LeBron était à côté de lui et lui était orienté de cette façon-là et du coup, il regardait le jeu là. Et il ne pouvait pas voir LeBron. Et ils nous ont dit aussi que les joueurs NBA et les arbitres NBA, ils avaient des principes à respecter. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des fondamentaux. Les joueurs ont des fondamentaux. Et si il y a un des deux joueurs, donc soit l'attaquant, soit le défenseur, rompt avec ses fondamentaux de base, et ben les arbitres, eux, ne vont pas le favoriser et siffler. Donc c'est-à-dire que si un joueur fait un pas de plus, par exemple, pour aller au cercle, mais que, en fait, il n'a pas spécialement pris d'avance avec ce pas de plus, c'est parce que le défenseur, lui, a rompu avec un de ses fondamentaux et c'est pour ça qu'il est en retard, et ben ils vont privilégier l'attaque et ils vont pas siffler marché. Voilà. Donc c'est un peu leur tendance, et si tu n'as pas respecté les fondamentaux, et dans ce cas-là, eh ben, je ne vais pas te privilégier, je vais privilégier le joueur qui a respecté les fondamentaux et je vais l'avantager. Pour un peu éclaircir et pour arrondir avec le pas zéro, vu que c'est un peu pour l'harmoniser avec les règles NBA. Voilà. C'est bon? Ça ne change pas, c'est comme avant. Donc ne vous étonnez pas de voir par exemple des marchés au départ, parce que c'est comme avant. La seule chose qui change, c'est lorsqu'il y a du mouvement. C'est ce qu'on va voir dans les différentes situations, lorsqu'il y a du mouvement et lorsque les joueurs bougent. Encore une fois, sur le plan technique, la motricité d'un basketteur n'est pas une motricité haute. Même si on est grand, on doit être près du sol. On doit avoir les fesses près du sol. Toujours. Parce que plus on est haut, plus on risque de marcher, plus on risque de faire des erreurs. Plus on est bas, plus on est proche avec le centre de gravité du sol, plus on est mobile. C'est comme ça. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les jeunes joueurs grands ont autant de difficultés. Parce qu'ils ont du mal à se fléchir, parce qu'ils ont des segments très longs, ils n'ont pas la musculature adaptée encore à leur squelette, qui grandit à une vitesse énorme, et ils ont beaucoup de mal. Tous les grands joueurs sont toujours proches du sol. Tous les grands joueurs par la taille, les grands joueurs par le talent, ils sont toujours proches du sol. Et plus on a des appuis, mieux c'est. Évidemment, c'est valable aussi pour les joueurs antérieurs. Les fameux crawls, alors je dévie un peu du sujet, mais c'est la même chose. Les fameux crawls, vous savez, on prend position intérieure en faisant ça, tout ça, c'est de l'écume. Ce qui compte, c'est d'abord là, en bas. Et tous les grands joueurs intérieurs, grands par le talon, je répète, ils utilisent d'abord leurs fesses.
et leurs appuis, avant les bras. Les bras, c'est pour le spectacle. C'est surtout en bas. Une fois que vous êtes pris la position en bas, vous allez gagner. Donc ça, c'est des règles, encore une fois, fondamentales, qui sont les mêmes pour les joueurs extérieurs, pour les joueurs intérieurs, qui sont les mêmes pour les règles du marché et pour les règles du démarrage. Pas de questions? Il faut remettre le bidule là. Attendez que je remette le bidule là. C'est un petit clip que vous allez voir en exclusivité mondiale. Vous avez de la chance. Alors ce petit clip, il fait partie d'une série de documents que la Ligue Île-de-France va de plus en plus fréquemment diffuser sur les fameux fléaux sociaux. Facebook, machin, bidule, j'y connais rien, mais bon, c'est là-dessus que ça va être diffusé. C'est des petits clips de quelques minutes, la plupart du temps c'est toujours très court, qui auront un sujet précis. Celui que je vais vous montrer là, c'est un clip qui n'est pas encore terminé, il est encore en phase de progression, mais j'ai voulu, comme c'était le thème, j'ai voulu vous le montrer, de façon à ce que vous puissiez le diffuser, vous, par la voix, et puis quand il sera en ligne, par les réseaux de machin, les diffusions diverses et variées. Ce sont toujours des clips qui sont faits avec mon collègue Jean-Philippe Gay, qui est le chef des arbitres régionaux, qui s'occupe de la formation. On essaye de toujours parler d'une règle et puis de ses conséquences technico-tactiques. Donc c'est un peu des deux. Alors je ne sais pas si ça marche. Tu l'as rebranché? Il me faudrait 4 joueurs intelligents. Ah, il n'y a plus personne. Ah merde. Bon alors 4 joueurs, allons-y. 4 joueurs. Ah oui, hein, c'est dur, hein. C'est dur ça. Hein. L'arbitre est ici. Alors vous allez là-bas, avec le machin. Bon ça m'énerve. Il n'y a plus besoin du... Tiens, prends, tu vas siffler, ça va faire plus. Donc voilà l'exercice très simple, très simple. Vous allez me donner la balle. Je vais vous la tendre ici, tout simplement. Vous allez courir. Dès que vous prenez la balle, il faut marquer, quand vous prenez la balle à deux mains, il faut marquer le temps sur votre pas zéro. Et ensuite faire 0, 1, 2, tir. Ça va? Mettez-vous plus à 45 degrés. Très simple. Là, c'est bon, c'est parti. Attends, stop. Là-bas. S'il y a marché, l'arbitre sifflera. Et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec lui. C'est parti. Marché. C'est bon. Marché. Marquez le temps. Là, c'est bon. Mais il n'utilise pas le pas zéro. Il n'utilise pas le pas zéro, il n'y a que 2 pas. C'est bon. Marque. Il n'utilise pas le pas zéro. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Marquez-le, marquez-le. Ça c'est bon. Là c'est marché. C'est bon. Alors, vous voyez que la plupart de ceux qui marchent, croissante, pam 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 pam. Là, il y a de fortes chances que l'arbitre, même s'il a marché, ne siffle pas. C'est la raison pour laquelle le tir en course, comme son nom l'indique, doit être fait en course. C'est notamment le cas dans le basket féminin, pardon pour les nombreuses jeunes filles qui sont là, où on voit souvent des tirs en course faits avec de la mollesse. Non seulement la vitesse baisse, mais aussi la tonicité baisse. Bon. Évidemment, on siffle marcher. Va t'acheter des muscles et puis sois un peu plus tonique. Il faut, ben oui, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Notamment en fin de contre-attaque. Ça ne veut pas dire, attention, ne confondez pas, ça ne veut pas dire que le tir en course doit être fait de plus en plus vite. Si j'intercepte la balle ici, au milieu du terrain, c'est pas 80 km/h, 100 km/h, 120 km/h, 200 km/h. Parce que là, qu'est-ce qui se passe?
je loupe le panier. C'est j'intercepte 80 km/h, 120 km/h pour me détacher du défenseur, 80 km/h, et de nouveau 120 km/h. Vite, lent, vite. C'est ça le secret des grands joueurs. Tous les grands joueurs, vous verrez quand ils pénètrent, notamment sur une zone ou sur là où il y a beaucoup de monde dans la raquette, font tous ça. Vite, stop, ou lent en tout cas, pas stop. Vite, lent, revite. Donc essayez de faire ça. Pas mal. Il fait que deux lui. Ok. On va rigoler juste un peu. Oh là ça marche. Pas mal. Ok. Alors. Oh là. Oui, oui. Poum, poum, poum. Là, on a envie de siffler marcher là. On a envie de siffler marcher. Alors. Premier exercice tout simple que vous connaissez, qui n'a rien d'exceptionnel. De toute façon, tous les exercices qu'on va montrer n'ont rien d'exceptionnel. Si on avait des choses exceptionnelles à vous montrer, ça se saurait. Ça fait 100 et quelques années que le basket existe. Personne n'a rien inventé. Personne. Tout a déjà été inventé là-bas. Tout. Donc on n'est que des utilisateurs. La même chose avec une... Mais remettez-vous là. La même chose. T'es prêt? C'est parti. Vas-y. Toujours pas de marché. Ok. Ok. Oula. L'arbitre ne siffle toujours pas. Bien. Ok, bon, rien d'exceptionnel, tout pour l'instant. Vas-y. Ok, alors, vous voyez qu'au fur et à mesure, les joueurs s'habituent très vite, évidemment, à tout ce qui est fait. Si je reviens sur le truc, là, c'est ce qu'on fait. Tiens, viens avec le micro. Ce temps est nécessaire pour que les joueurs puissent lire le jeu et choisir la meilleure solution. Voici quelques exemples. Marché. Alors, bon, ça c'est les joueurs du pôle, on a filmé ça au pôle. C'est ce qu'on va faire, la chose suivante, c'est qu'on va mettre un adversaire. Tu dois te mettre en tête de raquette, passif pour l'instant. Je fais la passe, ils vont recevoir la balle sur le premier pas et ils peuvent éviter ce joueur-là grâce au pas zéro. Parce que ça leur donne une possibilité de plus. En fait, si on sait compter jusqu'à 3, on a tout compris au pas zéro. 1, 2, 3. 0, 1, 2 en fait. Mais c'est 1, 2, 3. Donc je vous fais la passe, il y a un défenseur qui est là. Il faut essayer, recule peut-être un petit peu. Ouais, non, ça va. Il faut essayer de l'éviter sur le premier pas. Vous allez prendre le ballon sur le premier pas et l'éviter sur les deux autres qui suivent. Alors vous pouvez l'éviter d'un côté ou de l'autre. Très bien. Ok, attends, bouge pas. Vas-y. Là, t'as rien évité du tout, là. Soyez face au défenseur. Ok. Marquez les temps. Très bien. Ok. D'accord. Vous voyez que les temps sont marqués, c'est beaucoup plus clair quand les temps sont marqués. D'accord. Ok. Bon, ok. Donc ça, déjà, c'est une utilisation qu'on peut avoir quand on est joueur, c'est qu'on a une possibilité de plus pour éviter éventuellement un défenseur. Replié en fin de contre-attaque, on peut l'éviter grâce à ça, en faisant un pas de plus par rapport à la règle qu'on connaît. Alors ça choque évidemment les vieux, je vois qu'il y a des vieux aussi vieux que moi dans le public, ça choque l'œil,
On se dit, tiens, eh ben non, il y a un pas de plus, donc il n'y a aucun problème. En ce qui concerne le démarquage, alors vous allez vous mettre sous le cercle maintenant. De rebond, j'ai le rebond, il y a le meneur qui prend la balle, c'est la même chose. Quand il prend la balle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quand il prend la balle sur le premier pied, c'est son pas zéro. L'objectif, c'est évidemment de mettre la balle au sol très rapidement, de façon à ce qu'on n'ait pas besoin de faire 2 pas avant de lâcher la balle, sinon ça fait marcher. Donc là aussi, techniquement, la consigne, c'est très simple, c'est que dès que la balle arrive dans vos mains, vous la mettez au sol. Comme ça, il n'y a pas de problème. Vous recevez la balle en course, vous la prenez, tout de suite, elle doit aller au sol. De façon à ce qu'il n'y ait aucune perturbation là-dessus. La suite, c'était ça que je voulais vous montrer. C'est ça. Alors, c'est des situations qu'on va voir donc sur du démarquage et derrière les écrans. D'accord? Donc, on va commencer par une situation de démarquage. Donc, vous me donnez la balle, vous êtes sous le cercle, vous allez sortir soit à droite, soit à gauche, en essayant d'utiliser le pas zéro. Et on va voir toutes les possibilités qu'il y a. D'accord? Alors, stop. Je sais que c'est le matin. Pour se démarquer, là aussi, techniquement, rien n'a changé. Si vous vous démarquez à la vitesse à laquelle il l'a fait, est-ce qu'il va se démarquer? Ben non. Donc, tu vas faire semblant d'aller là-bas, à 100 à l'heure, et tu vas gicler là-bas à 150 à l'heure. D'accord? Si tu veux sortir là. Si tu veux sortir là-bas, tu fais la même chose. Tu vas faire semblant d'aller là-bas à 100 à l'heure et ressortir là-bas à 150 à l'heure. Vas-y. Voilà, plus vite. Oui, oui. Sans commentaire. À la queue. Oula. On est d'accord. Tu peux siffler hein, pour chaque fois. Hein. Ça, c'est bon. Vous avez vu? 1, 2, 3. Allons-y. Ça, c'est bon. Ne regarde pas, je suis pas... Il y a un arbitre qui est là. C'est pas moi qu'il faut regarder. Ok. Rien à dire. Pour l'instant, il n'y a pas d'utilisation flagrante. Hein. D'accord. Il y a sorti, mais sur le pas zéro, il n'y a rien. Allons-y, fort, fort. Allez, fort. Allez. Ça glisse un peu au pays des merveilles. Évidemment, là, on le fait à zéro. Lorsqu'il y a un défenseur, ça vous donne un temps d'avance. Là, ils ne l'ont pas trop utilisé encore, mais le fait de recevoir la balle quand on sort sur un appui, pas zéro, 1, 2, déjà, on peut déjà faire ça sans avoir marché et prendre l'avantage sur un défenseur pour le battre, sans avoir dribblé encore. Non, il faut dribbler avant le deuxième pas. Il faut dribbler avant le deuxième pas. Oui, il faut dribbler avant le deuxième pas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais je veux dire... Non, mais parce que j'ai pas la balle, mais je veux dire, quand tu fais pas zéro et que tu mets la balle ici et que tu prends déjà cet appui-là, tu le mets dans ton dos, le défenseur. C'est ça que je veux dire. D'accord? En dribble, bien entendu. Là, je ne peux pas dribbler avec le micro, mais... OK? Donc ça, c'est sur le démarquage. Sur les sorties d'écran, là, un écran solide. Et puis, on va se démarquer sur cet écran. Le passeur est ici à l'opposé, ça sera moi. Et puis, vous allez vous démarquer, sortir à l'extérieur de l'écran, recevoir la balle. Toujours pareil, en utilisant un pas supplémentaire, puisque vous avez l'occasion de le faire. OK? Oh là! Non? C'est un? Ouais, sur la réception. N'aie pas peur de siffler, hein, si ça marche. Pardon, mauvaise passe. Rien à dire, comme d'habitude. Vous voyez que même les joueurs ne l'utilisent pas trop, ce pas zéro là. Hein. Ça, c'était pas trop mal. Ça, c'est une utilisation qui peut être intéressante. Il était un peu haut sur ses appuis, mais... Ouais. Bon, là, il n'y a rien à dire, c'est comme d'hab.
Oui, ça c'est pas mal. Essayez de repartir du côté où vous sortez. Repartez du côté où vous sortez. Au lieu de faire le curl comme ça. Ça c'est bon, ça c'est l'utilisation d'un pas 0. 1, 2, enfin 0, 1, 2. Il aurait pu repartir de l'autre côté. Essaye de faire 0, 1, 2. Ça c'est comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça c'est pas mal. C'est pas marché ça, hein? On est d'accord. Ouais. D'accord. Très bien. Donc ces différentes utilisations-là. Démarquage d'écran sortant, l'elbow. Alors, on termine très rapidement sur le jeu intérieur. Tu peux jouer de haut panier toi un peu? On va voir. Alors, jeu intérieur. Mets-toi face à moi. Jeu intérieur, l'espace qui est peint un peu plus large que les autres tirets, c'est un espace très facile à repérer et qui est grosso modo à 45 degrés par rapport au panier. D'accord? Lorsque la balle est ici et que si on considère qu'ici c'est 0 degré, si on considère qu'ici on est à 90 degrés par rapport à la ligne de fond, on peut considérer qu'ici on est à 45 degrés. Donc mets-toi en position de réception de la balle. Quand je reçois la balle sur mes deux pieds, donc je peux choisir mon pied de pivot. Donc vas-y, essaye librement.
une fois toi, une fois toi, une fois toi, une fois toi, librement, d'évoluer en te retournant vers le cercle sur le pied que tu veux et de finir au cercle. Balle, position, tu reçois la balle, pas de problème, à toi, l'un derrière l'autre. Ouais, alors jouez avec un peu d'intensité, hein. Allons-y. Alors ça, ouais, le petit sursaut. Vous êtes bien les pieds au sol. Mets-toi face à moi, voilà. D'accord, vas-y. T'es un peu haut sur tes appuis, soit plus bas sur tes appuis. Voilà. Ouais, ok. Bon, des trucs relativement classiques que vous voyez tout le temps. Maintenant, on va mettre un défenseur passif. Alors, mets-toi ici, un défenseur, laisse la balle là-bas. Voilà, un défenseur passif. L'exercice est très simple. On va demander au défenseur juste de rentrer en contact avec l'attaquant, ce qui est une erreur défensive, puisque plus on donne d'informations à l'attaquant, plus il sait théoriquement ce qu'il a à faire. Si j'ai un défenseur qui est plutôt à droite, je vais partir à gauche, etc., etc. Donc on va quand même demander de le rentrer en contact avec lui. Toi, tu as les deux mains vers la balle, tu me demandes la balle, et toi, tu te mets soit derrière lui à gauche, soit derrière lui à 100%, soit derrière lui à droite. D'accord ? En fonction de ça, toi, tu vas utiliser l'espace libre pour partir. D'accord ? Toi, tu fais ce que tu veux. Tu te mets où tu veux. D'accord ? C'est parti. On y va ? Allez. Par exemple, encore. Voilà. Alors, il y a des appuis un peu glissants, mais c'est l'idée. Maintenant, tu vas faire la même chose en te mettant face à lui. Face à lui. Une fois que tu as la balle, tu te mets face à lui. Ah, top, top, top. Est-ce que c'est de ce côté-là qu'il faut se mettre face à lui? S'il est de ce côté-là et que tu veux me mettre face à lui, oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Là, et tu joues. Alors, c'est... Changer attaque-défense pour voir. Voilà. D'accord. Encore. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, là. Vas-y. Alors, maintenant, vous allez faire la même chose en essayant de recevoir la balle. Dès que vous recevez la balle, donc tu es en contact avec moi, voilà, de ce côté-ci, vous allez prendre un tout petit temps pour regarder ce qui se passe. Réception, regard. Pourquoi ? Parce que je veux voir s'il y a de la place ou pas, je veux voir si j'ai des partenaires libres ou pas, et une fois que ce petit temps d'une demi-seconde est pris, ensuite vous jouez. Là, a priori, quelle est la solution ? Pour moi, c'est de partir de ce côté-là, ok ? Et en fonction de la défense, donc recevoir, regarder, une demi-seconde, ensuite je fais plus haut, plus haut, plus haut. Ouais, enfin, plus haut, comme, voilà, comme ça. Allons-y.
fois en mouvement. 2. Recevoir la balle et marquer le temps. Lorsque je reçois la balle en mouvement, je dois marquer le temps pour que ça soit clair pour tout le monde. Pardon, pour que ça soit clair pour tout le monde, que je reçois la balle et que le premier pas sur lequel je reçois la balle, c'est le pas 0. 3e point, recevoir la balle sur le pas 0, c'est une chose. La lâcher avant le pas numéro 2, c'en est une autre. Donc il faut absolument que j'habitue les joueurs à recevoir, mettre la balle au sol lorsque je suis en mouvement. Recevoir, mettre la balle au sol. Et ça évitera pas mal de choses. Voilà en gros moi ce que j'avais à dire. Je voulais vous terminer peut-être sur le petit clip là. Il n'y a pas de notion de pas 0 pour un joueur qui attrape le ballon en l'air. Et voilà, vous connaissez maintenant toutes les subtilités du pas 0. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et surtout à la partager autour de vous. A bientôt sur le parquet francilien. On a vraiment l'air de deux glands là, mais bon, ça c'est... Ouais. Alors, je sais pas si ma question oui, comme dans tout apprentissage, que ce soit le tir, le pas 0 ou autre chose, il faut du temps. Donc au début, ça va peut-être être un petit peu difficile, mais au bout d'un certain temps, ils vont le faire tout simplement par la répétition. Par la répétition. La principale qualité d'un entraîneur, c'est de répéter dans des situations différentes. Donc les situations toutes bêtes qu'on a vues là, mais il y en a plein d'autres qu'on n'a pas le temps de voir aujourd'hui, mais il y en a des tonnes et des tonnes d'autres. Ce qui compte, c'est qu'on ait l'œil, nous, entraîneurs, focalisé sur le pas 0. C'est très simple, hein. C'est tout simplement, au lieu de compter 1, 2, ce qu'on a fait depuis des siècles, 1, 2, compter 3. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas grand-chose. La chose importante, après je vais donner la parole à Jules, la chose importante, encore une fois, pour moi, c'est de ne pas jouer sur des jambes tendues. Ce qui est le cas de beaucoup de jeunes, notamment, je répète, les filles, mais c'est normal, hein, surtout quand on grandit, ils sont toujours en train de jouer au basket sur des jambes tendues. Et le secret, écarté, fesses basses. Et là, on a plein de solutions, notamment pour ne pas marcher. Oui. J'ai entendu parler qu'on pouvait utiliser le pas 0 en tirant. Ça. Là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai marché là? Là, je peux choisir mon pied de pivot. Comme avant, je peux choisir mon pied de pivot. Donc, je peux partir de ce côté-là ou je peux partir de ce côté-là. Je choisis mon pied de pivot. Tout simplement. Alors, si je fais ça et ça, si je tire, est-ce qu'il a marché? Non, puisque ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, et je tire. Alors si je fais pas 0, 1, 2, mon pied de pivot, ça reste le premier pied posé. Donc si je bouge ce pied-là, ça fait marcher. Si je bouge ce pied-là, ça fait rien. En fait, la règle qui n'a pas changé, c'est la règle du pivot. C'est vraiment ça qu'il faut. Et je reviens par rapport à la question que tu as posée. C'est des gamins de 13-15 ans qui ne savent pas s'arrêter avec s'ils ne savent pas s'arrêter avec un pied de pivot correct, ou faire un départ en ligne avec un bon pied de pivot parfois comme on va faire, leur apprendre le pas 0, Ça va les. Oui. et après vous piétiner sur chaque départ, sur chaque arrêt. Donc je pense qu'il y a vraiment une différence à faire en fonction du public qu'on a. Si on a des enfants qui maîtrisent les départs, qui maîtrisent le fait de s'arrêter sans piétiner, là à ce moment-là on peut aller sur le pas 0. Par contre, si c'est des enfants qui sont débutants, là leur apprendre plus le pas 0, ça va être trop compliqué. Ça, je parlais des chiens de 13 ans. Déjà, ils sont bien dans une démarche naturelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne vous compliquez pas la vie, ne vous compliquez pas la vie. Encore une fois, le basket est un sport simple. Simple, ouais, on est français. We are French. We are French, on aime la complication. C'est un sport simple, donc on vise la simplicité. Si, comme ça a été le cas là, les gamins arrivent à se débrouiller en faisant 2 pas seulement, comme avant, pas de problème. Ce qu'il faut, c'est essayer d'utiliser certaines règles à son profit. Si on a des joueurs, effectivement, qui sont un petit peu plus débrouillés, qui commencent à comprendre et qui sont faciles au niveau des appuis, bah ça peut être utile. Sinon, ne vous compliquez pas la vie, surtout. Il y avait une question ici? Oui. Non, mais bien sûr, quand il y a un nouveau truc, c'est comme le retour en zone. Vous connaissez la règle du retour en zone? La nouvelle règle du retour en zone depuis quelques années. La règle du retour en zone, c'est que je suis constitué de 3 membres, ne riez pas, mes 2 appuis et le ballon. Lorsque je fais ça,
J'ai une seule partie de moi qui est passée en attaque. Lorsque je fais ça, il y a une deuxième partie de moi qui est passée en attaque. Mais, et oui, si je dribble, est-ce qu'il y a retour en zone là? Non, parce que ma troisième partie de moi, c'est-à-dire le dribble, n'est pas encore passée. Si je passe les 3 parties, je suis en attaque. Et si je reviens, il y a retour en zone. Mais tant que je suis comme ça, tu n'as pas retour en zone. Donc ça, dans l'œil des arbitres, ça prend du temps, comme dans l'œil des joueurs d'ailleurs. Donc il faut s'habituer, il faut prendre son temps, et puis ça va venir. Ils ne sont pas plus bêtes que les autres, les arbitres. Si, un peu? Non, bon. Ça va venir. Bien sûr, de toute façon, ils sont en formation aussi et ils apprennent. Donc il faut laisser le temps au temps. Oui. En fait, cette vidéo-là n'est pas encore terminée, on va la peaufiner un petit peu plus. Il y en aura d'autres. Elles sont à disposition des 2 familles, des arbitres et des entraîneurs. On fait de plus en plus de stages communs. Par exemple, en PNM, le stage de début de saison a lieu en commun avec les arbitres et avec les entraîneurs. On fait des tables rondes communes où on parle de la faute offensive, de tout un tas de choses de façon commune, de façon à ce que le langage soit le même. Ça prend du temps, Vous voyez bien que les choses étant ce qu'elles sont, et nous sommes français, ça prend beaucoup de temps. Mais on va vers ça. Parce que, encore une fois, l'attitude de l'arbitre qui est hors du jeu et qui se pose en position de directeur de jeu, c'est une position qui n'est plus actuelle. L'arbitre fait partie du jeu au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est un partenaire de jeu. Et il fait en sorte que le jeu soit le plus fluide possible. Dès qu'il a des connaissances un peu plus grandes en technique, ça va tout seul. Ça va tout seul parce qu'on parle de la même chose. On ne parle pas du règlement, on parle du jeu. D'accord? Donc on essaye évidemment de faire en sorte que ça soit le cas de plus en plus. Et je pense que, par exemple, dans les championnats jeunes régionaux, U13, U15, U17, notamment pour la super élite et l'élite, c'est pas trop mal. Franchement, ce que je vois, moi, en tant qu'entraîneur et en tant qu'arbitre, c'est bien. L'état d'esprit général est plutôt bon. De la part des entraîneurs, de la part des joueurs et de la part des arbitres. À partir du moment où tu attrapes un contrôle ferme du ballon clair, c'est-à-dire qu'en fait, le double pas il commence quand tu as un contrôle et tu as un arrêt du dribble qui est clair. Okay, donc ça veut dire soit la balle est reprise dans ta main de façon claire, nette, soit la balle est tenue à 2 mains. Et à ce moment-là, c'est un arrêt de dribble, ça veut dire que tu as commencé ton double pas. Oui. Donner encore des repères faciles. C'est la Terre, il y a un hémisphère nord, un hémisphère sud. Si la balle est à l'hémisphère nord, il n'y a pas de problème, je dribble. Dès que la main passe dans l'hémisphère sud, ça y est, je contrôle. Et donc, si je contrôle, je ne suis plus en dribble. Et si je redribble, évidemment, c'est reprise de dribble. Très simple. Ça n'a pas changé encore. Hein. Oui? Est-ce qu'au moment où j'arrête, qu'est-ce que je peux faire? Je dribble sur place, j'arrête, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Un, et je lâche, ou je passe. Si je fais 1, 2, c'est marché. Puisque j'ai déjà 1, et je fais 1, 2, ça fait 3. Et là, je dribble. Une dernière question, peut-être? Depuis la nuit des temps, on dit que c'est plus équilibré de tirer main droite avec le pied droit en l'air, c'est-à-dire de faire droite, gauche, main droite. Ce qui est sans doute sur le plan mécanique vrai, notamment pour les petits et les petites, c'est sans doute vrai. Vu le développement immense des qualités physiques, immense, on ne se rend même pas compte en 20 ans des qualités développées maintenant par les jeunes. Je me souviens au tout début de mon métier de conseiller technique, on avait des petits maillots qui allaient à des benjamins, et des minimes même. Aujourd'hui, les maillots, ils ne peuvent plus les mettre, ils prennent du double XL au même âge. Donc physiquement, sur le plan de la puissance musculaire, ils ont évolué d'une façon extraordinaire. Ce qui veut dire que aujourd'hui, on voit des fois des tirs en course qui sont faits complètement à l'amble. C'est-à-dire que je tire main droite et j'ai fait droite-gauche, enfin j'ai fait gauche-droite. Et ça pose aucun problème. Parce que sur le plan du gainage et sur le plan de la structure squelettique et du maintien de ces structures-là,
qu'on soit droite-gauche, gauche-droite, ça n'a plus aucune importance. Parce que physiquement, on est assez vrai. Alors, je mets un bémol, notamment pour les petits et les petites. Pour les petits et les petites, c'est pas vrai. Mais à partir d'un certain âge, ils sont tellement, a priori, costauds que ça pose plus de problème. Donc, que je termine comme ça, ou que je termine comme ça, ou que je termine des fois tordu n'importe où, comme... Vous donnez le maximum donc, de petites vidéos comme ça, vous allez sur les réseaux sociaux, vous les trouverez. C'est la Ligue Île-de-France qui le fait, et puis vous pourrez diffuser ça à tout le monde. Bon, merci Mano, merci Jules pour les interventions de votre présence. Alors, on a l'habitude de la fête pour un cadeau à chaque fois pour la fête parmi nous. Donc, de la part de la fête, Jules, on t'a acheté un petit cardio-fréquence-mètre. Oh, alors, on a un subjectif qui est arrivé, parce qu'on a vu que ça pouvait servir quand même, donc voilà. Merci beaucoup. Et Ivano, on a oh qu'est-ce que trouvé oh, super. Voulait, donc, très bien. donc, merci à eux. Merci.